Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure, jeudi 23 novembre 2023. Voici ce qui nous attend. Nous parlerons de la marque parisienne Gaïa qui fait désormais assembler à La Roche-sur-Yon ses modèles, des vélos qui ciblent une clientèle de famille urbaine qui veut changer son moyen de mobilité. La chanteuse Tessae qui était à Fontenay-le-Comte, invitée par l'équipe pédagogique de l'établissement Notre-Dame, elle a pu répondre aux questions des élèves sur le thème du harcèlement scolaire. La microfolie à Saint-Jean-de-Mont, le collectif Pédagon, composé d'un artiste plasticien, d'un musicien et d'un vidéaste, ont décidé de lancer un projet d'œuvre collaborative. Et puis à retrouver le plus de l'info, bienvenue au jardin, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, c'est Mageco, comme tous les jeudis. D'ailleurs, nous vous offrons cette semaine le jeu de la Vendée, l'occasion d'en savoir plus sur notre département tout en s'amusant, des questions variées et ouvertes à tous. Que vous soyez un expert ou alors pas du tout, restez bien avec nous, la question arrive, le 4e et avant-dernier indice également. Mais avant tout ça, place aux prévisions météo du jour. C'est gris, voilà ce que l'on peut dire pour cette journée de jeudi. Les nuages sont bien présents ce matin, le sud du département aura peut-être de toutes petites éclaircies. Le thermomètre, voilà, lui, continue de baisser. 7 degrés en moyenne dans les terres, 9 proches du littoral. Dans l'après-midi, tout le monde, sans exception, sera sous la grisaille. En moyenne, il fera entre 10 et 12 degrés au meilleur de la journée. Voici à présent la carte des marées. Elle nous dit que la basse mer est passée tout à l'heure, en tout début de matinée, 6h52. La prochaine aura lieu dans la soirée, 19h26. Prochaine pleine mer à 13h35. Coefficient marée 61-67. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée. Tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzaï-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023 et le 23 novembre, nous embrassons les Wissem, Clémentine et Sorène. Avis aux amateurs de café, c'est la journée de la chicorée aujourd'hui. Côté anniversaire, nous avons celui de Vincent Cassel, il a 57 ans dans l'univers du cinéma. Une citation, aujourd'hui à la Saint-Clément, si l'hiver bat son plein, nous aurons un très beau printemps. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil se couche à 17h24, une petite minute de jour en moins par rapport à hier. Allez, c'est parti pour les infos 100% locales de la rédaction. Les tempêtes successives de ces dernières semaines, et notamment Ciaran, ont mis en péril les réseaux internet et mobiles. Dans le département, près de 1600 foyers seraient impactés par des coupures. Chez Orange, des solutions ont été apportées, comme des téléphones de secours ou des gigas internet gratuits pour faire des partages de connexion. Les interventions sont toujours en cours. Le point sur la situation dans ce reportage de Julie Morini. Donc là, du coup, avec la tempête, le câble de branchement du client a été arraché. Conséquence, ce foyer n'a plus internet depuis 20 jours. Maintenant, l'heure est aux réparations. On a fait un raccord avec une boîte de raccordement étanche qui permet après de parer aux différents problèmes des intempéries. Et on fait une connexion où on raccorde les deux fils, en fait, on fait une connexion physique. Et puis là, on va faire la même chose ici. On va raccrocher le poteau, on va raccrocher le nouveau câble en haut de la traverse, métal. La connexion est ensuite raccordée grâce à ces petites pièces. On insère les fils de cuivre à l'intérieur et après, on exerce une pression. Et il y a du gel de pétrole dedans, ce qui assure une bonne connectivité. Le cas de ce foyer n'est pas isolé. Sur le département, 600 poteaux sont tombés et des milliers de câbles ont été arrachés. 1593 clients vendéens Orange sont depuis privés de réseau mobile ou Internet. Pour le moment, un réseau entièrement en souterrain n'est pas au programme. C'est une solution, mais c'est une solution qui est très coûteuse. Donc, qui est coûteuse en termes de génie civil, qui est coûteuse pour les collectivités locales, qui est coûteuse pour Orange, qui est associé. Donc oui, ça épargne effectivement les coûts de vent. Maintenant, c'est pas forcément fait partout aujourd'hui. Pour l'opérateur Orange, c'est principalement le réseau cuivre qui a été endommagé par ces vents violents.
Mais avec l'arrivée de la fibre, il devrait être plus résistant. Parce que le réseau cuivre, c'est plus instable. Dès qu'il y a de l'humidité ou autre, ça vient perturber les connexions filaires. Donc voilà, on espère, alors que la fibre optique, c'est une fibre de verre. À manipuler, il faut y faire attention, mais une fois que c'est en place, c'est très résistant. Alors que toute la Vendée devrait être raccordée à la fibre d'ici la fin de l'année, les clients Orange, eux, devraient retrouver leur réseau dans les prochaines semaines. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. C'est le cri des agriculteurs de Vendée. Une manifestation organisée par la coordination rurale et rejointe par les jeunes agriculteurs 85 a réuni une cinquantaine de participants. Accompagnés de leurs tracteurs, chevaux de traite et bœufs, ils ont mené une opération escargot au départ de Bourg-sous-la-Roche jusqu'à la préfecture où ils ont été reçus. Parmi les revendications, la hausse des taxes sur le gazole non routier et la diminution des périodes d'épandage et d'entretien de haies. Nous avons de nouvelles taxes qui arrivent sur le gasoil principalement, qui vont être échelonnées sur 3 ans et qui vont avoir comme conséquence d'avoir un surcoût sur les exploitations de l'ordre de 5 000 à 10 000 euros par an, ce qui est énorme. Le but, c'est vraiment que ça remonte pour se dire, bah oui, effectivement, là, 5 000, 10 000 euros par exploitation, on le sait, il y a des exploitations qui ne le gagnent pas, ça. Donc c'est pas possible. La marque parisienne Gaïa fait désormais assembler à La Roche-sur-Yon. Ses modèles, les 2500 vélos commercialisés depuis juin 2022 par l'entreprise, étaient jusqu'alors assemblés en République tchèque. Ils peuvent supporter jusqu'à 160 kg avec des éléments issus de scooters. Connecté, doté d'un système embarqué intégré, ce vélo cible une clientèle de famille urbaine qui veut changer son moyen de mobilité. À quelques semaines du déménagement de l'usine d'Arcade qui va doubler sa surface de production à la rentrée 2024, Gaïa ambitionne d'en produire plus de 5000. Sa commercialisation se fait uniquement en ligne. Reportage de Alix Lados. Depuis quelques jours sur ces lignes de production, c'est un vélo d'un nouveau genre que les salariés d'Arcade Cycle assemblent. Un vélo cargo électrique et connecté, lancé par l'entreprise Gaïa en 2021. À l'époque, à la sortie de la crise sanitaire, les demandes en vélo explosent et la jeune start-up doit se tourner vers l'Europe de l'Est pour l'assemblage de ces 2 roues dernière génération. Donc on voulait pouvoir assembler en France, mais quand on a lancé en 2021, tous les carnets de commandes des assembleurs français étaient pleins. Et donc on a eu cette opportunité ces derniers mois avec Arcade de travailler un projet commun pour pouvoir basculer notre assemblage en France. Et Arcade, c'est un acteur qui est en pleine expansion avec une super démarche d'innovation et qui va pouvoir accompagner Gaïa dans sa croissance. Une opportunité pour la société vendéenne créée en 1995, plutôt spécialisée dans l'assemblage de vélos pour la location et les collectivités. Ça nous permet d'adresser un marché qu'on connaît finalement assez mal, celui du particulier, celui du vélo long tail aussi. Donc c'est un produit un peu spécifique. Et eux viennent chercher chez nous le côté rigueur industrielle et les aider à rendre robuste, voire incassable le vélo, qui est une de notre spécialité historique. Plus de coûts de transport depuis l'Europe de l'Est, le vélo ne coûtera donc pas plus cher à produire. À quelques semaines du déménagement de l'usine d'Arcade, qui va doubler sa surface de production à la rentrée 2024, ce nouveau partenariat vient conforter Frédéric Lucas, nommé directeur général de l'entreprise en juillet 2022. Ça veut dire qu'on est considéré comme un acteur sérieux, comme un acteur qui est capable de répondre sur des produits complexes, sur de l'assemblage. Gaïa, aujourd'hui, ça reste encore une part minoritaire de notre chiffre d'affaires, mais c'est un des clients à potentiel qu'on aime bien, ouais. Arcade Cycle assemble environ 60 000 vélos par an. Entre 4 et 5 000 devraient sortir de l'usine en 2024 et être expédiés directement chez les clients pour la marque Gaïa. Après des interventions dans le Maine-et-Loire, TCF fait une halte au lycée Notre-Dame à Fontenay-le-Comte. Victime de harcèlement pendant sa scolarité, elle vient à la rencontre des 200 élèves des classes de seconde pour échanger et raconter son histoire. Invitée par l'équipe pédagogique de l'établissement, elle a pu répondre aux questions des élèves. Influenceuse et chanteuse, Tessae s'est fait connaître sur les réseaux sociaux avec son titre Bling qui aborde cette thématique. Fort de son succès, elle a ensuite sorti un livre intitulé Frôler les murs en 2021. Un livre qui a été adapté cette année dans un téléfilm diffusé récemment sur M6 sous le titre Respire. Cyril Guillet. Quand il y a ce besoin de sortir ou même de passer un coup de téléphone administratif ou à un médecin, parce que j'ai cette peur constante de me faire humilier
Tessae se définit comme une chanteuse influenceuse. Victime de harcèlement pendant sa scolarité, elle a réussi à surmonter ces années douloureuses grâce à la chanson. Le plus gros, je l'ai vécu en primaire et collège. Et le lycée, j'ai eu les séquelles. Et j'ai été impactée par rapport à tout ça, ce qui a mené à une déscolarisation de ma part. C'était des moqueries, des humiliations sur le physique, sur ma manière d'être. Et j'ai jamais vraiment pris la parole en fait, pour dire ce que je vivais, c'était pas bien. C'est mon corps qui l'a compris en me faisant faire des crises de panique. Ce qui fait que du coup, j'ai développé une phobie scolaire. Et qu'en fait, après, c'était tellement gros que ça s'est transformé en phobie sociale et que je pouvais plus du tout sortir de chez moi. Une histoire poignante qu'elle est venue partager avec les secondes du lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre du parcours éducatif. Elle est la jeune qui se trouve en face de nous tous les jours et elle a tiré les bonnes ficelles et elle s'est fait aider et aujourd'hui elle montre que rien n'est impossible et que finalement il faut se faire confiance et faire confiance dans les autres et surtout parler. Pour Tessae, c'est l'écriture qui a fait office de thérapie. Avec la chanson d'abord, puis un livre sorti en 2021 intitulé « Frôler les murs ». Un ouvrage récemment adapté en téléfilm et diffusé sur M6 le 12 septembre dernier. Suite effectivement à ce film, un débat va avoir lieu, ou un échange plus exactement avec Tessae. Les élèves ont été acculturés à ce film vendredi. Ils ont posé des questions ou alors des témoignages, des remerciements. J'aimerais bien savoir si elle a rencontré les personnes qui l'avaient harcelée quand elle était plus jeune. Et je voulais savoir aussi si dans ses chansons encore elle parlait de ce thème-là. D'habitude, c'est des personnes, on va dire, plus âgées qui nous parlent de harcèlement, des professeurs, des intervenants plus âgés. Et là, le fait qu'elle l'ait vécu récemment et qu'elle est dans notre tranche d'âge, on la sent plus impliquée et plus à l'écoute. Tout au long de son intervention, Tessae a largement insisté sur le fait que le harcèlement n'est pas une fatalité et que chacun peut s'en sortir, notamment en parlant autour de soi. Les sports. Ce mercredi soir, l'équipe féminine de La Roche-Vendée Basket affrontait les Turcs d'Elma Konut à la Halle des Sports des Oudéry pour le compte de la 5e journée d'Eurocoupe. Les Lyonnaises ont dominé les joueuses d'Istanbul en s'imposant sur le score de 72-61. Elles signent leur 3e victoire dans cette phase de poule tout en prenant leur revanche après la lourde défaite au match aller en Turquie. Un succès qui permet aux Tigresses de La Roche-sur-Yon de faire un grand pas vers la qualification pour la suite de la compétition. Prochain match européen le 30 novembre en Suisse face à Fribourg. Mais avant cela, il y aura un match très important en Ligue féminine samedi à Tarbes. À noter que le président et le coach du RVBC seront les invités de 85 chronos ce soir en direct à 18h45. Le 4e micro-festival organisé par la Microfolie de Saint-Jean-de-Mont. Le collectif Pédagon, composé d'un artiste plasticien, d'un musicien et d'un vidéaste, ont décidé de lancer un projet d'œuvre collaboratif. Celui-ci se poursuit tout au long de la semaine avant d'être présenté au public lors de la journée de samedi. Chacun des artistes du collectif faisait découvrir son univers aux participants et chaque participant pouvait ajouter sa pierre à l'édifice. Différents publics se sont succédés, des jeunes, des centres de loisirs, des résidents d'EHPAD ou de simples curieux. Tout ça, ça va être visible samedi sur la journée, donc 10h, 13h, 14h, 17h, à la Microfolie. Donc toutes les constructions vont être installées en fait devant le vidéoprojecteur et on pourra visionner aussi les dessins qui vont être animés et on pourra manipuler donc avec une petite manette de jeu vidéo en fait cette projection et donc sans oublier la partie son, en fait, l'ambiance sonore qui sera aussi manipulable. On pourra jouer sur les différents sons pour les accorder ou non avec la vidéo. Donc samedi sur toute la journée, en accès libre. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place aux prévisions météo détaillées du jour de ce 23 novembre. C'est la grisaille qui nous accompagne. Pas ou très peu de chances de voir des éclaircies ce matin, peut-être de très légères dans le sud du département, mais c'est vrai que les nuages sont bien présents ce matin. Le thermomètre continue de baisser, nous avons en ce début de journée 6 degrés à Montaigu, La Roche-sur-Yon ou encore Saint-Laurent-sur-Sèvre, 7 degrés à Fontenay-le-Comte, Luçon et Pouzauges, 8 du côté des Sables d'Olonne, Soulan et Talmont-Saint-Hilaire, jusqu'à 9 degrés pour Noirmoutier. Dans l'après-midi, tout le monde, sans exception, sera sous la grisaille, même si les nuages ne devraient pas apporter de pluie. En moyenne, cet après-midi, il fera entre 10 et 12 degrés. La journée de demain s'annonce
plutôt similaire avec des températures qui vont légèrement remonter. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Voyons le programme. Il sera question environnement à retrouver dans un très court instant avec Bienvenue au Jardin. L'extrait de ce jeudi, c'est le Mageco. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une entreprise qui nous vient de Montaigu, la Petite Soupe. Nous vous faisons gagner également le jeu de la Vendée. Le gagnant ou la gagnante deviendra bientôt incollable et connaîtra parfaitement notre département. Le 4e indice et avant-dernier indice arrivera la question également. Restez bien avec nous. Mais tout de suite, place au plus de l'info. Et nous parlons de la ville des Herbiers qui a signé la convention Petite Ville de demain. 3 priorités pour le maire, la santé, le logement, mais aussi la vitalité au cœur de ville. Ça nous permet de structurer et de fédérer autour de nos actions prioritaires, puisque nos actions prioritaires existent déjà. Nous avons différents documents qui nous permettent déjà de mener ces actions, mais pour les partager, il fallait d'abord les concerter et puis qu'elles soient surtout lisibles. Le programme, qui date maintenant de 2020, a permis quand même d'engager l'ensemble des communes concernées, une vingtaine, dans vraiment une réflexion sur comment je projette ma commune demain, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec des actions concrètes, opérationnelles, pour un certain nombre d'enjeux que nous, en tant que PF, on porte particulièrement, c'est produire du logement. Il faut effectivement changer de modèle, simplement, tout l'ensemble des acteurs, individuellement, ils ne savent pas par quel bout prendre ce problème. L'intérêt de Petite Ville de demain, c'est que tout le monde est autour de la table, et on se pose ces questions-là et on se projette ensemble sur les solutions. Les Herbiers ont la particularité d'une part d'être très proches de ce seuil de 20 000 habitants, donc c'est déjà une grosse petite ville de demain. Et puis surtout, les Herbiers, comme le pays des Herbiers, ont un taux de chômage extrêmement bas, ont un dynamisme économique très important, ce qui pourrait laisser penser que tout va bien. Alors qu'en fait, lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que la ville des Herbiers en tant que telle a un sujet de déficit de logement, un sujet de reconquête de bâtiments qui aujourd'hui dans le centre-ville ne sont plus tout à fait adaptés, qu'il faut recycler, ou en tout cas avait peut-être quelques questions à se poser sur l'attractivité du centre-ville. Et puis aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et notre obligation de lutter contre le réchauffement, les causes du réchauffement climatique, je crois que la ville des Herbiers avait aussi à se questionner sur comment bien vivre dans son centre-ville demain. Avoir une expertise ou des expertises extérieures, puisque nous sommes bien structurés en interne, on a des agents très compétents, mais c'est vrai qu'avoir une expertise d'entités qui nous accompagne de manière plus facile, ça va nous permettre d'être peut-être plus efficaces. La deuxième chose que nous attendons de cette convention, ce sont des financements ciblés sur des thématiques, et donc les thématiques sont très claires parce qu'elles sont partagées. Il y a 50 actions et ça a été dit tout à l'heure, ce seront effectivement des actions qui seront facilitées et qui seront encouragées certainement par nos partenaires financiers. Et puis le troisième objectif, troisième chose en fait qu'on attend de cette convention, c'est un réseau. Il y a des bonnes pratiques à l'extérieur. J'en rigole en disant qu'on fait des choses, tout ce qu'on fait c'est bien, mais d'autres font aussi des choses très bien. Et donc si on peut s'en inspirer et si d'autres peuvent s'inspirer de ce qu'on fait aussi, c'est bien d'avoir un réseau et d'essayer d'être plus efficace ensemble. Et voilà pour les défis à mener, notamment sur les aménagements urbains pour les Herbiers et son centre-ville. Il est temps à présent d'ouvrir notre tuto botanique, ses conseils au jardin. Nous parlons du jardin d'Hortense, du côté des Sables d'Olonne et de ses projets. Cet endroit referme une large gamme végétale de vivaces, d'arbustes et petits arbres. À suivre également le jardin et moi avec un étudiant de la MFR de Mareuil-sur-Lay. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir pour le jardin d'Hortense ? Alors, pour l'instant, on le mène à titre personnel, particulier, vu qu'on travaille en dehors. Je pense qu'à l'avenir, on sera amené à l'ouvrir un peu plus largement et à
toute saison parce qu'on a tout l'intérêt aussi de l'automne par exemple. On a mis des arbustes, petits arbres à feuillage d'automne, donc avec ce changement de coloration. Et le jardin est aussi là pour marquer les saisons. Pour nous, c'est fort de marquer des saisons pour se remettre au rythme de la nature. Bien sûr. Et ça participe pleinement au bien-être. Dernière question, Valérie, mais qui est quand même très importante. Pourquoi le jardin d'hortenses? Oui, quand même. C'est par rapport à notre collection d'hortensias. C'est une des premières qu'on a démarrées. Donc c'est notre petit clin d'œil pour les hortensias. C'est un très joli nom. Et c'est un très joli nom pour flâner au jardin et chercher cette hortense. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Retrouvons maintenant notre apprenti pour une séquence du jardin et moi. Les murs végétalisés sont un sujet très important aujourd'hui au regard du réchauffement climatique. On appelle également les murs végétalisés les murs verts. Ces murs expriment une méthode créative et écologique pour ajouter de la verdure à nos espaces urbains. Ces installations utilisent des plantes spécifiques pour recouvrir des parois verticales. Cela crée une ambiance esthétique attrayante et apporte de nombreux avantages environnementaux. Les murs végétalisés peuvent être installés à l'intérieur comme à l'extérieur. Les plantes utilisées peuvent être des plantes indigènes ou des plantes adaptées à des conditions spécifiques. Ce sont les fougères, les mousses, les campanules et certaines plantes grasses. Il y a de nombreux avantages à végétaliser les murs. Premièrement, cela permet d'améliorer la qualité de l'air. Les plantes filtrent les polluants et génèrent de l'oxygène. Deuxièmement, les murs verts aident à réduire le phénomène des îlots de chaleur urbains. Enfin, les murs végétalisés contribuent à apaiser l'ambiance sonore en absorbant les sons. Pour conclure, les murs végétalisés sont une excellente méthode pour apporter de la nature dans des espaces contraints. Et voilà pour ces 2 minutes 30 consacrées à notre environnement. Un nouveau Bienvenue au Jardin est prévu, est à suivre samedi. Il est à présent temps de passer à l'extrait du jour avec le Mag-Éco. Et pour l'extrait du jour, nous allons à Némy, au sein de l'entreprise La Petite Soupe. À sa création en août 2021, l'objectif était de travailler uniquement avec des produits de saison issus d'exploitation locale. Rencontre avec le créateur de cette entreprise. Et alors pourquoi avoir choisi en particulier de proposer de la soupe comme produit ? Alors mes amis te diraient que ça fait 20 ou 30 ans que même à mon anniversaire, il peut y avoir 30 ou 40 personnes, je fais de la soupe. D'accord, c'est vraiment ton plat préféré ? C'est mon dada, voilà, okay. J'aime bien ça. Okay. Et puis c'est un produit qui paraissait peut-être un peu vieillot, un peu rétro, et moi l'idée c'est de rendre ce produit un peu fun. D'accord, ok. Voilà. Et de donner envie aux gens de manger des légumes de saison en leur proposant des recettes sympas. Exactement, je l'espère du moins. Hein. Alors explique-nous, là on arrive dans le labo ? On arrive dans le labo. Donc, il y a un peu de monde, bonjour. Il y a un petit peu de monde. Où là tout à l'heure on était en train de mixer, on a passé au tamis. Là il reste presque plus rien puisque ça y est, c'est passé au tamis, j'étais là tout à l'heure. La marmite est vide, évidemment, c'était ici que ça se passait. Et puis une fois que les légumes sont passés, préparés, cuisinés, etc., eh bien ils sont passés de l'autre côté pour être mis en bouteille. Directement. Donc là, en l'occurrence, tu vois une belle petite soupe blanche qui est rêve partie. Parce que c'est du céleri rave, du chou rave et un petit peu de lait de coco. D'accord, ok. Voilà. Alors ça, c'est ton contenant unique ? T'as uniquement ce type de contenant-là ? Pas plus, pas moins ? Alors j'ai essentiellement de la bouteille de 50 centilitres. D'accord. Puisque c'est mon concept au départ qui se veut sur cette bouteille-là. Et mon schéma économique, puisqu'il faut que ce soit rentable aussi. Bien sûr. Et sur une bouteille d'1 litre, je serais quasiment pas rentable. D'accord, donc là c'est une soupe pour combien de personnes finalement ? C'est un repas en fait, je ne sais pas répondre à cette question. C'est vrai. Puisque si c'est ton repas unique, eh bien tu vas la boire entièrement peut-être, ou en 2 fois. Mais si tu as 7-8 amis à la maison, eh bien tu vas mettre des petites verrines. Une verrine c'est 5 centilitres, ça veut dire que tu peux mettre pour 10 personnes. Ouais, je comprends. Ça dépend du contenant évidemment. Voilà, l'idée c'est aussi vraiment c'est de dépoussiérer l'image de la soupe et de l'utiliser autrement. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui, juste après la matinale de TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu.
Et c'est le jeu de la Vendée qu'on vous fait gagner cette semaine sur TV Vendée. Une édition spéciale donc sur le département. 650 questions, 80 thèmes différents sont abordés. Mais pour avoir votre jeu chez vous dans pas très longtemps, il faut répondre à cette question. Qui a été élue navigatrice de l'année 2023 par la Fédération mondiale de voile? 5 indices tout au long de la semaine. Voici le 4e et avant-dernier indice. Le 4e avant-dernier indice, c'est son monocoque qui date de 1988 et baptisé le Minéa. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que les tirages au sort, c'est demain en milieu de journée. L'information en Vendée sera de retour dès 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.